un des points importants que j'ai oublié de vous mentionner, c'est au moment où Mars fait son mouvement rétrograde dans la balance, on peut voir que ça commence pas mal, ce mouvement-là, à s'élaborer au solstice d'été, soit le 20-21 juin de cette année. Je vais regarder le mouvement de Mars et on va faire aller les dates ici par journée. Et vous voyez ici, le mouvement se stabilise vraiment, commence à se stabiliser vraiment les 20-21. On le voit ici, atteint le maximum 29-30 pour repartir en sens inverse. Donc, vous avez tous remarqué la présence de la Lune le 17 juin. Et à partir du moment où la Lune se connecte avec Mars dans la balance, eh bien, le mouvement rétrograde s'amorce. On va le voir. Regardez bien attentivement. Alors, ici, on le voit. Donc, certains d'entre vous ont entendu parler, et c'est très très rare, d'un phénomène d'une pleine lune en plein solstice d'été. Et effectivement, c'est un phénomène qui doit avoir une signification très importante, puisque la dernière fois que ce phénomène-là s'est produit, c'est en 1948, l'année même où Israël devint une nation en un jour, ce qui est très très prophétique. Et donc, on parle de 70 ans de différence entre aujourd'hui et 1948, si on les calcule en années bibliques. Et comme vous savez, le Seigneur nous parle des générations et nous donne la définition d'une génération à 70 ans. Et ça, c'est très très important puisqu'il nous dit que cette génération-là ne passera pas, donc une génération de 70 ans, ne passera pas avant les événements de la fin. Donc, c'est juste une parenthèse que je veux vous mentionner. Maintenant, on commence avec la vidéo que je voulais vous parler et vous traduire un petit peu. C'est une vidéo qui date du mois de mars 2012, alors que le président Obama a signé un ordre exécutif extrêmement important que les réseaux de masse d'information ont pratiquement passé sous silence. Donc, on la voit ici dans Météo Média. Cette année, la lune de fraise coïncide avec le solstice d'été. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que en Amérique du Nord, pour la nation des Algonquins, c'était très 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 important parce que ça signifiait, si vous voulez, que la récolte des fruits était mûre. Donc, c'était une période qui était très 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 courte et les Algonquins avaient décidé d'appeler ça une lune de fraise. Pour cette raison-là, ce qui est important de noter ici, c'est que la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1948, qui est une année extrêmement prophétique puisque c'est l'année de la naissance d'Israël en un jour et qui fait partie d'une prophétie majeure des Écritures. Il avait été dit dans l'Ancien Testament que la nation d'Israël reviendrait en un jour, à l'insu, à la surprise du monde entier. Ça s'est produit en 48 au mois de mai. Et le Seigneur nous dit qu'une génération est de 70 ans et que les événements de la fin devraient se prononcer ou devraient s'affirmer ou débuter avant même que cette génération-là de 70 ans ne passe. Et je suis de ceux qui pensent que la génération à laquelle le Seigneur faisait référence est celle qui ont vu naître, qui étaient très jeunes et qui ont vu naître la nation d'Israël en 1948, ou la première génération qui a fait de cette nation-là ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on parle de 68 ans, me direz-vous, sauf que quand on le met en année biblique, on se rapproche du 70 ans ici. Ce qui est assez intéressant ici, c'est un autre article en anglais, et on nous confirme que ça n'a pas été vu depuis 70 ans ici, et que c'est quelque chose qui est l'histoire qui est spéciale, ok, et qui se produit une fois dans une vie. Et ce qui est intéressant pour moi ici, that's once in a lifetime special. Donc, quelque chose de spécial une fois dans sa vie. Et donc, pour moi, la vie de quelqu'un correspond à une génération. Donc, j'ai trouvé ça vraiment spécial que même dans les articles, dans la bouche des gens, il y a comme une connaissance à leur insu des choses qui doivent venir bientôt sur ce monde. Donc, on commence avec les vidéos sans plus tarder.
Je vais la dérouler et vous la traduire à mesure. On la fera pas au complet, mais l'essentiel. En passant, ici vous avez, si on regarde, c'était publié le 3 mai 2016, mais il s'agit d'un événement qui s'est produit le 16 mars 2012. OK? Pas qu'il y ait de confusion. And tonight, the vetting of the president continues as we bring you another edition of The Real Obama. Now, in this installment... Bon, il nous dit que les déboires du président continuent et que c'est un nouveau chapitre du vrai Obama. Et il va dire que il a signé un ordre exécutif, OK, et que la Maison-Blanche aurait bien aimé que vous ignoriez, que de ne pas savoir finalement qu'il a fait cette signature-là à l'insu de tous. Puis là, je le laisse aller. We shine the spotlight on an executive order that the White House was hoping that you would never learn about. Now, the president signed the National Defense Resources Preparedness Executive Order. Bon, il dit qu'il a signé le National Defense Resources Preparedness Executive Order. C'est le numéro 13603, on le voit ici. Et c'est ce à quoi le commentateur fait référence. Eh bien, effectivement, pour vous expliquer cet ordre exécutif-là, il y a eu déjà des ordres exécutifs donnant le pouvoir au président, au précédent Obama, de mettre la loi martiale en temps de guerre. Mais cet ordre exécutif-là, la différence, c'est, on dit en français, les lois des mesures de guerre, mais dans ce cas-ci, on pourrait plutôt parler des lois de mesures de paix. Parce que, effectivement, normalement, le président américain avait la possibilité d'établir un contrôle des ressources ou de mobiliser les ressources civiles, une forme de loi martiale, si vous voulez, en temps de guerre. Et évidemment, c'est pour le bien du pays. Donc, si vous avez besoin de plus de pétrole pour vos avions de guerre, dans un cas de force majeure, eh bien, le président pouvait mettre la main sur les ressources de pétrole, exemple, les sources d'énergie, ça en est un autre exemple, et les sources de nourriture, eh bien, ça pouvait se faire en temps de guerre. Maintenant, le président américain peut le faire aussi en temps de paix. Ça, c'est très, très, très différent. C'est une grande caractéristique. C'est-à-dire que le pays n'est pas obligé d'être en guerre pour que le président américain prononce cet ordre exécutif-là. Il n'a pas non plus besoin du Congrès américain maintenant pour le faire. Il peut utiliser cet ordre exécutif-là et décider que demain matin, il met la main sur toutes les ressources civiles. Et là, dans cet ordre exécutif-là aussi, la caractéristique, c'est qu'il a élargi les ressources civiles sur lesquelles il pouvait avoir le pouvoir. Actuellement, il n'y a absolument plus rien qui peut échapper à la main du président, même en temps de paix. En fait, tout ce qu'il a besoin, c'est d'une crise à l'interne, dans le pays, pour pouvoir prononcer, mettre sur pied, ou mettre si vous voulez, en exécution, l'ordre exécutif 13603. Alors, on va continuer la petite vidéo. Et ça va juste vous confirmer, dans le fond, que ce que je vous dis verbalement. Late Friday afternoon, and since that time, now the measure has been virtually ignored by the mainstream media. C'est ça qu'il dit. Ça a été signé vendredi. Et puis, depuis ce temps-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucun média de masse qui en a parlé. Et puis, que dans le fond, le réseau Fox est le seul qui en a parlé là, dans les réseaux importants d'information. Now, the order essentially gives the President of the United States absolute power over any and all American resources. Il dit que cet ordre exécutif-là donne le contrôle total de toutes les ressources civiles. Et là, il va ajouter même en temps de paix. During both times of peace and national crisis. Now, this... Donc, en temps de paix et de crise nationale. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, vous voyez ici le bétail, la nourriture, l'eau, les plantes, l'énergie, les ressources de santé, de transport, des matériaux de construction, etc., etc. Donc, il peut, à ce moment-là, avoir main mise sur toutes ces ressources-là, en temps de crise, et non plus nécessairement en temps de paix. En temps de guerre, je veux dire.
includes but is not limited to food and livestock, water, plants, energy, health resources, transportation, and construction materials, and gives the government the ability to, quote, control the general distribution of any material, including applicable services, in the civilian market. Now, White House... Ça veut dire qu'ici, il peut mobiliser non seulement les ressources, mais aussi les compagnies qui gèrent ces ressources-là. Autrement dit, ils peuvent envoyer un représentant du gouvernement, dire maintenant, telle compagnie privée, vous êtes sous le contrôle du gouvernement, et la compagnie privée doit cesser ses approvisionnements normaux pour approvisionner, mettons, l'armée américaine ou peu importe ce que le gouvernement américain leur demanderait d'approvisionner. Donc ça, c'est majeur. Press Secretary Jay Carney laughed off a question about the document at today's briefing. Let's take a look. Fait que là, il y a une personne, un membre du Congrès qui questionne la personne à ce sujet-là, à savoir, coudonc, c'est quoi l'histoire de cette ordre exécutive-là? Il y a des rumeurs qui disent qu'on va aller en guerre avec l'Iran. Est-ce que c'est le cas? Et vous allez entendre les gens qui partent à rire de la situation. Mais c'est vraiment, vraiment curieux, là. Mais je vais vous laisser... je vais laisser dérouler la vidéo, que vous l'entendiez. Some online commentary suggesting this gives the executive branch power to allocate energy, food, water in either peacetime or wartime. And there are some conservative blogs that are pushing the notion that this suggests the White House is preparing for war with Iran. Can you explain what this executive order was? Well, I cannot explain that reaction to it. I think it was a fairly standard and routine. Donc, il dit qu'il ne peut pas vraiment expliquer pourquoi que le président a décidé de faire ça, mais il dit que c'est seulement un geste de routine. C'est un peu ça. Sa façon d'expliquer est très très simple. Il l'explique par un geste de routine de la part d'Obama, comme s'ils font des ordres exécutifs pour ne jamais les utiliser. Piece of business. Now, not everybody's laughing about this executive order. In fact, some have suggested this would give the President of the United States the authority to declare basically martial law during times of peace. And to be sure, this is simply the latest string of actions taken by the administration that ignore the basic principles of our Constitution. Bon, ce qu'il dit à la fin, là, il mentionne que finalement, les gens ont ri, mais parce que ils considèrent que c'est tout simple, c'est carrément que le gouvernement américain s'est voté, ou s'est donné le pouvoir de prononcer la loi martiale, même en temps de paix, carrément. Donc, voyez-vous, c'est un précurseur de la loi martiale. Maintenant, nous allons prendre cet ordre exécutif-là qui a été signé en 2012 et nous allons regarder, analyser un peu ce qui se passe dans l'actualité aux États-Unis actuellement qui pourrait correspondre au prochain mouvement rétrograde de Saturne du milieu de août, du mois d'août 2016. Et vous allez voir que, effectivement, il semble avoir quelque chose de vraiment très sombre qui est en train de se produire, de se mettre en préparation et qui va perturber les élections américaines. En tout cas, on a de bonnes raisons de croire que les élections américaines pourraient être perturbées. Et si c'est le cas, si vous voyez ces choses-là arriver, si vous voyez le trouble civil commencer aux États-Unis, eh bien, mes frères et mes sœurs, nous rentrons à la maison dans des délais de semaines, de jours, de mois, mais on est vraiment rendu là. Si vous voyez l'été se produire, les États-Unis arriver en élection, les élections se produisent normalement, Trump devient président ou un autre, mais qu'il n'y a pas d'assassinat, qu'il n'y a pas de perturbation, ni même au niveau d'un débat civil aux États-Unis sur quoi que ce soit, alors, eh bien, on va être là encore pour un certain bout de temps. Évidemment, Israël est une clé importante. S'il se passe ces choses-là aux États-Unis, vous pouvez être sûr qu'Israël, il va avoir des mouvements. Parce qu'Israël étant l'horloge de l'humanité, il faut que ces situations-là se produisent. Il faut qu'il fasse tomber les États-Unis pour amener le nouvel ordre mondial, mais en même temps, on sait que le but à atteindre, c'est Israël, et donc Israël va vivre des situations historiques en même temps, ou dans des temps très très proches.